So now, first of all, I would like to give the floor to Marty Munjib. He is an historian and represents the NGO Freedom Now, and he would like to talk about social and the cultural context of violent extremism. He is from Morocco, so you have the floor. Thank you. 10 minutes? So you don't like my, my intervention, because I mean the former head of the first panel liked the first intervener, and he gave him 5 minutes more. Anyway, I will try. So, je vais parler en français sur les causes de l'extrémisme violent dans le Proche-Orient, la région MENA. Donc, pas de tous les extrémismes, y compris d'origine, y compris dans le monde islamique, mais je vais parler surtout de l'extrémisme donc violent dans la région dominée par la culture arabe. Il y a tout d'abord, donc je vais parler de 4 points, parce que si jamais il me reste plus de temps, au moins vous aurez les points. Il y a le contexte général, international et régional. Il y a l'éducation. Il y a le manque de démocratie. Et il y a la fin des grandes idéologies universalistes et le retour de l'identitaire dans le monde entier. Tout d'abord, le contexte. Nous vivons depuis donc, le milieu du XXe siècle une domination totale sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan civilisationnel, si on peut dire, y compris sur le plan moral, parce qu'ils ont la démocratie de la culture occidentale. Or, le monde musulman, et surtout le monde musulman classique, c'est-à-dire le monde arabe ou à majorité arabe, refuse cette domination. Comme ça, un refus, si on peut dire, irrationnel. De plusieurs manières, il y a la gauche radicale, donc anti-impérialiste, il y a les musulmans, si on peut dire, croyants normands, qui refusent la domination qu'ils considèrent comme chrétienne. Il y a bien sûr les islamistes, radicaux ou paradicaux. Tout le monde, si on peut dire, refuse. Pourquoi? Parce qu'il y a un souvenir très fort de la puissance et de la gloire de la civilisation arabo-islamique, qui a été tout d'abord la dernière grande civilisation avant l'européenne. Donc il y a un souvenir très fort, très enraciné dans chaque musulman de la région, qu'on était puissant et maintenant on est dominé. Y compris, si vous voulez dire, y compris sur le plan moral, puisqu'on n'a même pas de démocratie. Il y a aussi le fait que c'est aussi, sur le plan temporel, si vous voulez, c'est la plus proche et donc le souvenir le plus fort dans toutes les zones culturelles de résistance à la domination occidentale, c'est dans ce monde islamique classique qui est le monde, ce qu'on appelle maintenant le MENA. Il y a aussi le fait qu'ils sont aussi les plus proches, c'est la zone culturelle et identitaire la plus proche de l'Europe et donc de l'Occident, et aussi qui a souffert de la colonisation et du néocolonialisme. Et il y a bien sûr le problème palestinien qui est une blessure béante dans l'âme arabe depuis maintenant à peu près 80 ans, depuis la grande révolte palestinienne de 1936-39. Donc cela est très important pour comprendre. Il y a aussi le fait que les musulmans, l'islam est une identité forte, comme le judaïsme, par exemple. C'est-à-dire ça passe parfois avant l'identité culturelle. C'est une réalité. On l'a vu dans plusieurs conflits. Les musulmans restent solidaires, même s'ils sont de tribus différentes. Par exemple, le grand massacre au Rwanda de 1994, les seuls dans la capitale qui ne se sont pas battus entre Tutsis et Hutus, c'est les musulmans. Donc c'est une identité forte. Il y a à peu près 1,5 milliard de musulmans, mais ils ne sont pas représentés comme puissance sur le plan international, puisque le Conseil de sécurité contient surtout la civilisation occidentale plus la Chine. Donc les musulmans ou les musulmans moyens se sont très frustrés parce qu'ils considèrent que sa première identité est islamique et donc ils refusent cette domination qui est institutionnalisée dans le Conseil de sécurité puisqu'il n'y a aucune puissance à majorité musulmane. Donc pour aller vite, il y a l'éducation. Depuis les années 70, il y a eu donc l'échec du nationalisme arabe avec la défaite de 67. Il y a eu le développement donc de la gauche révolutionnaire et les régimes en place, plusieurs régimes en place ont développé comme contrepoids
une éducation basée sur l'islam, sur la religion, sur l'identité, cela dans l'éducation islamique, dans l'éducation nationale, je veux dire les disciplines, dans l'histoire, etc., et même parfois dans les sciences dures, comme en Syrie et en Irak, en s'appuyant sur la médecine arabe, etc., Avicenne, etc. Et donc cela a développé quand même, parce qu'ils avaient peur de cette opposition, donc de gauche, en général laïciste, et ils voulaient un contrepoids, et je peux donner plusieurs exemples, le monde arabe, l'Égypte, le Maroc, et même la Tunisie à un certain moment, même l'Algérie à un certain moment, etc. En même temps, dans les années 70, il y a eu les richesses du pétrole, des richesses immenses, et c'est un problème très grave dans la région arabe, dans le MENA, parce que ce sont les sociétés les plus conservatrices, les plus bédouines, les moins avancées, si vous voulez, sur le plan de la modernisation, qui ont eu l'argent du pétrole, et donc ils ont servi à retraditionnaliser cet argent, a servi à retraditionnaliser les autres sociétés qui sont moins riches sur le plan, si vous voulez, matériel, comme l'Égypte, le Maghreb, la Syrie, le Liban, etc., qui étaient, eux, sur le plan de la modernisation des esprits et de la culture, étaient beaucoup plus avancés. Et donc, il y a eu une sorte de wahhabisation presque générale de l'islam dans la région MENA. Donc, je passe au troisième point, qui est aussi important, c'est le manque de démocratie et les régimes répressifs. Et vous savez que la violence crée la violence, et donc, par réaction, ce musulman, bien sûr, il y a des minorités, etc., mais je parle en général, qui se sont méprisés sur le plan universel, si vous voulez, se sont aussi méprisés par ses propres régimes, par ses propres États, surtout que ces États-là sont soutenus par l'Occident. Et donc, ça renforce l'idée du rejet de l'Occident, qu'il faut lutter contre l'Occident, etc., etc. La fin aussi, et ça c'est très important aussi comme point, le quatrième et le dernier point, c'est la fin ou l'affaiblissement des grandes idéologies universelles ou universalisantes, comme le marxisme, comme le libéralisme au sens intellectuel. Je ne parle pas du libéralisme économique, c'est-à-dire que les droits de l'homme, c'est pour tout le monde, la liberté, c'est pour tout le monde, la liberté est la première valeur des valeurs, si vous voulez, humaines, etc., etc. Donc, cela aussi est très important. Et donc, le développement sur le plan international d'un raidissement identitaire qu'on remarque même dans les démocraties. On voit, par exemple, en Europe, le développement de l'extrême droite, parfois ethnicisante, parfois religieuse, ou du moins inspirée par la religion chrétienne, catholique ou protestante, etc. Et on voit aussi le fait qu'il y a le réveil des solidarités archaïques, donc soit religieuses, soit ethniques, dans le monde entier. Et cela, bien sûr, renforce et donne une justification à l'extrémisme violent à base qui s'appuie, entre autres, sur l'islam ou l'identité arabe. Donc, il me reste combien? 1 minute 3 minutes. 3 minutes. C'est très bien. Donc, je suis allé trop vite. Donc, c'est-à-dire, par exemple, pour la réislamisation de l'éducation, c'est très important. On voit donc, par exemple, je peux vous citer, par exemple, un discours de Hassan II en 1968. Hassan II qui se présentait comme libéral, comme quelqu'un de moderne, etc. Il a attaqué, par exemple, à la télévision, le port de la mini-jupe en 1968, et c'est très important, parce que ses propres filles portaient la mini-jupe ou donc le short pour jouer du tennis, etc. Et on sait que, par exemple, la famille royale, jusqu'au début des années 60 au Maroc, fêtait la fête de Noël. Noël n'est pas du tout connu par les musulmans. C'est pour vous dire qu'il y a eu ce raidissement et que les régimes ont vu que la gauche, c'était le danger, que le nationalisme arabe laïque était le danger. Et donc, ils ont développé aussi, Hassan II a réislamisé donc l'éducation. Et on a vu, a imposé par exemple la prière à la fin des années 60, au début des années 60, la prière collective dans les collèges et dans les écoles. Il a aussi, étalé avec aussi, il a utilisé les anciennes institutions d'éducation de base religieuse, comme le MSID au Maroc, c'est-à-dire l'école coranique pour les enfants entre 3 et 7 ans, a été généralisé au Maroc. Tout cela, bien sûr, pour lutter contre la gauche et les idéologies laïques qui étaient à l'époque les plus fortes. Le fait aussi que, donc, pour le premier point, c'est-à-dire le contexte international, c'est que les régimes
c'est-à-dire le musulman, disons, de base, jette le bébé avec l'eau de bain, parce qu'il voit que l'Occident soutient des régimes dictatoriaux, des régimes corrompus, etc. Et donc, il associe la démocratie, il le met aussi dans ce sac-là. Il ne peut pas, parce que, bon, il faut être quand même formé en sciences sociales pour pouvoir dire que l'Occident, ce qui est bien, c'est la démocratie, ce qui n'est pas bien, c'est, je ne sais pas, la domination économique, la domination générale, etc. Donc, les gens, si vous voulez, ils ont fini par jeter l'eau de bain le bébé avec, je veux dire, le bébé, c'est la démocratie ou les valeurs démocratiques et universelles avec l'eau de bain qui est la culture occidentale. Donc, il y a bien sûr beaucoup d'autres facteurs qui ont joué donc dans ce rejet donc, de l'Occident et ce développement de l'extrémisme, parce qu'il n'y a aucun État fort sur le plan, il n'y a aucun État fort d'origine, par exemple, musulmane ou à majorité musulmane, qui peut intervenir pour protéger, entre guillemets, les musulmans en Bosnie, je ne sais pas moi, au Thaïlande ou dans... Et donc, si vous voulez, il y a des musulmans qui, tout simplement, veulent devenir eux-mêmes une puissance militaire, en se faisant exploser, en mettant en place des groupes armés, etc., parce que l'Amérique joue ce rôle pour l'Occident. Et bien sûr, il y a des attaques contre l'Irak, par exemple, où il y a eu quand même des... Si on compte toutes les victimes, y compris par la famine, etc., il y a des millions de morts. Alors ils disent comment ça se fait, l'Occident peut faire ça, moi je ne peux pas le faire, il n'y a aucun État, ni l'Arabie Saoudite, ni le Nigeria, ni le Pakistan ne peuvent le faire, donc moi je le fais et je me transforme, si vous voulez, en une petite puissance militaire et je peux exploser pour faire le plus de mal possible. Et voilà, merci. Okay, to quickly summarize, so the Orient is suffering from cultural domination of the Occident over Orient with resulting frustration. Education is being re-Islamized. Petrodollars are found in the most conservative societies, and this had an effect on other countries of the MENA region and North Africa as well, probably. The death of democracy, repressive regimes support the growth of radical groups that are not part of these regimes, that don't profit from these regimes. And at the end, the great ideologies are dead and leave a vacuum which leaves room for new ideologies, for violent ideologies. Merci beaucoup. Thank you very much.